technique. Et toute notre équipe est très heureuse de vous proposer ce format et de vous accueillir aujourd'hui pour parler du potentiel pédagogique de l'écriture collaborative, notamment en lycée pro et en lycée techno. Voilà, je vous transmets les conseils d'usage que vous connaissez bien maintenant, je pense, dans le cadre de visioconférence. Donc, déroulement de la visio, je vous demanderai de bien vouloir fermer micro et caméra. Je vous signale qu'un temps d'échange est prévu à la fin des 2 interventions. Aussi, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat. Donc, si vous ne connaissez pas l'interface Teams, vous voyez qu'en haut de votre écran, vous avez une petite bulle de conversation. C'est là-dessus que vous cliquez, que vous posez vos questions, on les collecte et on y répondra à la fin des 2 présentations. Voilà, je vous signale également que nous enregistrons cette visioconférence de façon à pouvoir vous la reproposer en replay sur notre site dès que possible. Voilà, si d'aventure nous n'avions pas répondu à toutes vos questions à la fin de l'heure de cette visioconférence, ne vous inquiétez pas, nous répondrons à toutes les questions, y compris donc par mail directement une fois cette visioconférence terminée. Voilà. Alors, eh bien, je vais maintenant accueillir, j'ai le grand plaisir d'accueillir Hélène Picard et Florence Wert, qui seront nos 2 intervenantes sur cette visioconférence. Je vais vous les présenter rapidement. Donc, Hélène Picard enseigne le français depuis 2000. D'abord en collège pendant une dizaine d'années, de la 6e à la 3e, dont une année de SECPA. Puis en lycée depuis 2007, dans un lycée polyvalent. Hélène a eu tous les niveaux, de la seconde au BTS, avec des profils d'art appliqué, de maintenance industrielle, enfin vraiment un beau panorama. Elle est aujourd'hui enseignante au lycée général et technologique Anita Conti à Bruz, à côté de Rennes. Et elle a principalement comme élèves des élèves de STMG et des élèves de lycée général. Florence Wert, donc, qui représente aujourd'hui les Arbres Inédits. Donc les Arbres Inédits, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme d'écriture collaborative créée par 2 passionnés que sont Florence Wert et Marilyn Musset. Florence qui a été à la fois auteure de romans et de fiction, qui a également longtemps travaillé pour un éditeur de logiciels. Donc les Arbres Inédits lui ont permis de concrétiser ces 2 itinéraires. Marilyn Musset, quant à elle, est aussi auteure. Elle a longtemps travaillé en médiathèque et elle est aujourd'hui enseignante et formatrice au pôle des métiers du livre. Et elle est parmi nous aujourd'hui et nous la saluons chaleureusement. Voilà, donc je vais vous expliquer un petit peu le déroulé de cette visioconférence. Elle va se dérouler en 2 temps. Nous allons entrer dans le vif du sujet avec Hélène, qui va nous faire un retour d'expérience. Elle va vous parler pendant à peu près 25 minutes des différentes expériences qu'elle a pu mener en classe et avec quels résultats. Et nous aurons ensuite le plaisir de donner la parole à Florence Wert, qui nous parlera du potentiel du collaboratif et qui nous présentera la plateforme Les Arbres Inédits. Voilà, donc pour tous ceux qui nous rejoignent, je rappelle qu'un temps d'échange est prévu à la fin des 2 interventions. Posez vos questions sur le chat. Si on peut y répondre en cours de visio, on le fera. Et puis sinon, nous poserons vos questions à la suite des 2 interventions. Donc, je vais maintenant céder la parole à Hélène. Merci. Et je vous souhaite une très belle visioconférence à tous. Bonjour à tous. Donc, Bénédicte m'a très bien présentée. Donc, je vais très rapidement rentrer en fait dans cette expérience qui a été menée tout à fait par accident en fait au départ. Donc, je vais essayer de vous raconter tout ça. Donc, sur le point de départ. Donc, en fait, l'idée, c'était de se demander comment faire travailler tous les élèves, évidemment, à l'écrit. Et je dis bien tous les élèves, c'est-à-dire qu'à l'oral, parfois, on en laisse quelques-uns de côté parce qu'ils sont timides ou ce genre de choses. Je reviendrai là-dessus. Mais c'est surtout un espace libre dans lequel, finalement, ils auraient pu ce qu'ils avaient à dire, des impressions de lecture. Et avec eux, c'est eux-mêmes qui m'ont indiqué, peut-être, on pourrait trouver un document commun. Et donc, l'idée, voilà, elle est née un petit peu comme ça, un peu par accident.
Voilà. Donc, comment faire pour mobiliser tous les élèves? Comment rassembler la classe aussi dans un document commun? L'idée était vraiment de ne pas collecter, vous voyez, 36 documents si on a 36 élèves. Je voulais avoir un document unique qui était un peu consensuel ou en tout cas qui représentait les différents avis. Donc, le deuxième constat, c'est comment on peut les faire écrire régulièrement et longuement. Voilà. L'écriture longue, on sait que c'est un enjeu important, que ce soit à l'école, au collège ou au lycée. Mais bien entendu, la question de la correction est souvent très très lourde. Donc il y a aussi l'enjeu de la correction. Il ne faut pas que le professeur soit submergé évidemment par des productions qui sont très longues. Et en même temps, voilà, il y a une espèce d'écart qui se passe entre je veux les faire écrire longuement, mais en même temps je sais que je n'ai pas beaucoup de temps pour les corriger. Comment je peux concilier tout ça? Le troisième point, pour beaucoup d'élèves, c'est évidemment de les réconcilier avec l'écriture. Pour certains, ceux qui sont réellement fâchés avec l'écriture, et je sais très bien qu'au lycée professionnel et en lycée technologique, c'est tout à fait le cas, c'est souvent le cas, et que c'est on va dire, des conflits avec l'écriture qui datent souvent de longtemps, qui sont souvent liés d'ailleurs à la lecture aussi, donc... voilà. Et donc, comment faire pour peut-être libérer des blocages qui sont persistants? Si on est au lycée, on peut quand même avoir en tête qu'il y a les enjeux du baccalauréat qui demandent des écritures longues. Voilà. Et même au brevet des collèges, finalement. Donc, il y a 3 points essentiels pour moi. L'idée de mobiliser une classe de façon, voilà, l'intégralité de la classe, sans laisser des élèves de côté. Comment les faire écrire donc régulièrement. Et puis, comment surtout essayer de débloquer le passage à l'écriture. Alors, tout ça bien modestement, bien entendu. Voilà pour les constats au départ. Donc, encore une fois, c'était un petit peu... je suis une enseignante, je ne vais pas du tout être mieux que les autres, mais j'aime pas m'ennuyer, voilà. Et il y a des moments où je me demande comment je peux avoir une idée nouvelle, changer des pratiques. C'est assez important pour moi, en fait. Donc parfois on invente, on crée, on se plante parfois, puis des fois on a des petites réussites. Et cette écriture collaborative, finalement, on peut se demander si c'est pas une écriture en réseau, à l'époque des réseaux. C'est évident qu'il y a une dizaine d'années, tout ça n'était pas possible. C'est-à-dire qu'on collectait les travaux des élèves. Et puis l'outil numérique actuel, visiblement, nous permet quand même d'inventer, peut-être de créer. Alors, qu'est-ce qu'on peut rédiger dans l'écriture collaborative? J'ai envie de dire un petit peu de tout, ça dépend de ce que le professeur a envie de récupérer, entre guillemets. Pour ma part, ça a été des comptes rendus d'explication de texte, ça peut être des synthèses de documents, mais ça peut aussi être un écrit d'invention, vous le verrez dans une des expériences. Ça peut être du commentaire de texte, ça peut être un plan de devoir, les applications sont multiples. Elles n'ont de limite que l'imagination de l'enseignant, on va dire. Donc l'enjeu, c'est justement de produire un document collectif dans lequel chacun pourrait apporter sa contribution à hauteur de ses compétences, évidemment. Et l'outil, c'est l'outil numérique qui nous est proposé maintenant. Et puis, effectivement, quitter peut-être le papier, quitter les cahiers, les copies, et le crayon rouge peut-être aussi pour l'enseignant. Alors, avant de vous raconter un petit peu ces 3 expériences, comment dire, il y a des règles qui ont été mises en place qui sont très importantes à mon avis, puisque vous allez voir dans les modalités, on va travailler sur un drive en fait, sur un document commun. Donc les élèves n'avaient pas le droit de supprimer le travail des autres, vous allez le voir. L'autre règle, c'est qu'ils pouvaient compléter une observation sans la déformer. Ils peuvent aussi apporter des objections sans jamais s'éloigner de l'objectif initial, c'est ce que j'écris, c'est-à-dire que vraiment l'idée, ce n'est pas de se substituer, d'imposer son idée, mais de travailler ensemble pour approfondir un document. Et puis, une pensée, une réflexion, et un document surtout commun qui va pouvoir être une espèce de matériau initial qui nous permettra finalement de travailler après. Voilà. Alors, cette première expérience, donc, elle a été menée dans une classe de seconde, un profil de classe qui était très hétérogène et tous mes collègues
le reconnaîtront, hein, nos secondes maintenant sont voilà, très, très, très différents. On a quand même aussi, même, je parle en tout cas pour le coup au lycée général et technologique, aussi beaucoup d'élèves qui pourraient être en lycée professionnel qui se retrouvent en seconde. Donc, voilà, des profils de lecteurs et des profils de rédacteurs, entre guillemets, très, très différents. Et je me demandais en fait comment je pouvais, je leur avais donné le texte en classe, comment je pouvais avoir la restitution en fait de leurs premières analyses, un travail maison. Voilà. Faites-le à la maison. Chez moi, je regarde un peu ce que vous faites. Ce n'était pas l'idée de les fliquer, mais plutôt de voir d'abord qui se connectait, comment ils se connectaient, et puis ce qu'ils avaient à me raconter. Et donc de pouvoir, comme ça, à distance, maîtriser un peu le travail préparatoire du personnel. Donc on avait travaillé sur l'Incipit de Jacques le Fataliste de Diderot. Alors, moi en amont, voilà, peut-être qu'on peut passer à... Voilà. Donc pour moi, une fois qu'il m'avait donné la bonne idée de créer un Google Doc sur Drive, parce qu'en fait ils sont quand même très compétents, et je crois qu'il faut parfois qu'on s'appuie beaucoup sur eux parce qu'ils maîtrisent certains outils, j'ai donc créé une adresse mail pour la classe et puis un mot de passe. Une fois cette adresse mail créée, j'ai mis en place un document, je lui ai donné un nom, hein, analyse de texte de Jacques le Fataliste, et puis un petit tableau à compléter. Ils avaient le texte évidemment à disposition aussi, sur lequel ils pouvaient indiquer leurs remarques, ils pouvaient surligner, enfin il y a toute cette possibilité. Donc chez eux, les élèves devaient rédiger un élément d'explication, enfin ils devaient donner une idée, relever éventuellement un procédé pour les meilleurs, hein, toujours pareil, hein, selon leur degré de compréhension et leur degré d'interprétation. Et puis, important, ils devaient signer leurs remarques, hein, donc mettre leur prénom à côté pour que je puisse voir comment ils avaient participé. On verra que ça donne des choses intéressantes. Certains reviennent en fait sur le texte. Donc, ils avaient le droit de proposer des idées, hein, de développer, comme je l'ai dit, hein, dans les consignes préalables, de développer l'idée d'un autre ou éventuellement de la contredire, mais sans la supprimer. Voilà. Alors, la diapositive suivante, Marion. Donc, quel a été le bilan? Puisque finalement, j'essaie toujours d'identifier les trois enjeux, c'est de mobiliser, d'écrire, de libérer. Ce qui m'a beaucoup frappé, en fait, c'est que tout le monde avait participé. Tout le monde, et je rajouterais même plusieurs fois, parfois. C'est-à-dire qu'il y a eu une connexion, puis après ils sont revenus. Donc c'était quand même assez étonnant parce que tout compte fait, j'ai fait mon travail, puis je le laisse tomber. Et il revenait peut-être probablement en voyant que les autres avaient écrit. Les remarques s'étaient enrichies, c'est-à-dire qu'il y avait quand même un écart entre ce que je pouvais avoir à l'oral et ce qu'ils disent, ce qu'ils arrivent à dire à l'écrit. Le troisième point, c'est la quantité produite en fait de textes écrits qui m'a impressionnée. Je ne pensais pas récupérer plusieurs pages dès le premier travail. Donc l'autre point, c'est que les élèves donc, se lisaient entre eux, hein, c'est ce que je disais, et finalement ils tenaient compte des remarques. C'était un vrai travail d'équipe finalement à distance, mais en réseau, qui produisait quand même quelque chose, qui apportait des éléments nouveaux. Donc, pour moi, évidemment, il y a aussi la question de cette utilisation pédagogique pour l'explication de texte, parce qu'en travail préparatoire, en activité préalable à une analyse de texte ou à une explication de texte dans un autre contexte, ça permettait d'avoir une matière très riche, hein, sur laquelle je pouvais m'appuyer. Et donc, le dernier point, évidemment, il était atteint, hein, c'est-à-dire que la quantité de texte, à mon avis, me permettait, en toute modestie, de considérer que l'écriture s'était quand même un peu libérée. À différentes échelles, hein, mais c'était quand même libéré. Alors, les limites, pour le professeur, je me répéterai un petit peu au cours de ces trois expériences. Les limites, pour nous, c'est quand même la quantité de texte à lire. Et c'est vrai que ça peut apparaître comme une surcharge de travail
de travail préalable, voilà, de préparation, parce que si on veut adapter après son explication de texte ou son cours le lendemain, bah, il faut tenir compte des élèves et donc de les connaître. Voilà, donc effectivement, ça peut être un point qui peut être embêtant. Alors, des petits exemples de production d'élèves, je ne vais pas les lire là, mais juste à travers cet exemple, l'idée que, vous voyez qu'Adélie fait une remarque courte, certes, mais elle fait partie, par exemple, des élèves qui sont revenus après, dans l'écriture. Et puis, l'autre élève qui apporte des éléments quand même qui me paraissaient intéressant en seconde sur le vouvoiement, enfin bref, sur des remarques quand même qui font du sens. Et puis surtout, il y a une rédaction, en fait. Il y a quand même une rédaction. Et ils rédigent vite. Moi, je l'ai faite après en classe, vous verrez. Sous mes yeux, ils ont une rapidité, en fait, d'exécution. Alors, pour l'expérience 2, donc cette fois-ci, elle a été menée en première STMG. Donc, des profils de classe qui sont très hétérogènes, avec bien entendu des profils de difficultés en maîtrise de la langue, en expression, des élèves fâchés avec la lecture et bien entendu, la plupart du temps, avec l'écriture. Donc, l'objectif ici, c'était de s'approprier, c'était de s'approprier, s'approprier une œuvre dans l'étude de l'œuvre intégrale, La prose du Transsibérien de Sandra. Et donc, c'était une séance de découverte. Voilà. Donc, je vais vous l'expliquer. Vous avez le lien en bas. Donc, il s'agissait en fait d'écouter un fichier audio par Vicky Nessica qui dit La prose du Transsibérien. Alors, donc pour moi, il s'agit quand même de réserver la salle multimédia, ce qui n'est pas toujours simple dans l'établissement, parce qu'on n'est pas forcément prioritaire en lettres. Il fallait des casques audio, bien entendu, pour garder une certaine intimité. J'avais mis en place donc un document sur le Drive, comme d'habitude, un tableau très simple. Et j'avais donné la consigne, donc vous écoutez le fichier, vous notez vos impressions, vous notez ce que vous voulez, surtout. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de consigne de repérage particulier. Je les ai laissés extrêmement libres, rien ni sur la musicalité, ni sur la voix. Ils avaient absolument le droit d'écrire ce qu'ils voulaient. Donc, ce qui s'est passé en classe, c'est que d'abord, effectivement, ils ont l'habitude, donc ils se connectent assez rapidement. Ils ont écouté le fichier de façon très attentive et assez rapidement, ils se sont mis à rédiger. Ce qui m'a beaucoup frappé, c'est leur autonomie. Ils sont très à l'aise avec l'outil. Et même en traitement de texte comme ça, rapidement, ils ont trouvé la possibilité en fait, de rédiger. J'ai été très peu sollicitée. Ça m'a beaucoup frappé. Très peu sollicitée. Et l'anecdote aussi, c'est que certains élèves ont voulu suivre la lecture. Donc, dans la démarche de s'approprier une œuvre intégrale, qu'un contact se passe entre l'œuvre et l'élève, j'ai trouvé que c'était plutôt positif, finalement, qu'ils aient besoin aussi, après tout, d'avoir leur livre à côté. Et c'était déjà une première manière de l'ouvrir et puis de passer du temps avec le poète à ce moment-là. Alors, on va revenir sur ces enjeux. Je crois que dans cette expérience-là, pour une classe de STMG en plus, tout le monde a travaillé. Tout le monde était impliqué, les timides, les discrets, ceux qui ont peur de dire des bêtises, n'avaient plus en fait cette barrière de l'oral, parce que c'est vrai que tout compte fait, on n'est plus dans une interaction orale à ce moment-là, même si elle sera exploitée pour plus tard, mais on passe par cet écrit et peut-être aussi par un moment de discrétion qui, moi, me paraît très utile. Donc, de la même manière qu'en seconde, les remarques ont été de grande qualité, la quantité produite, pareil, assez impressionnante. En 1 heure, ils ont produit 12 pages de traitement de texte. Et là encore, ils allaient curieux regarder ce que les autres avaient écrit, donc quelque chose d'intéressant dans l'interaction. Et à mon avis, un excellent moyen aussi d'avoir une première entrée dans l'œuvre,
de se l'approprier, d'avoir ces fameuses premières impressions, avant la lecture, pendant la lecture, après la lecture. On avait un petit peu ces éléments si précieux, en fait, hein, qui font qu'on va pouvoir avoir envie de l'étudier. Et puis, bah, quand même, hein, dans l'objectif, on était avant la réforme du baccalauréat, donc l'écriture d'invention existait toujours pour les STMG. Et donc, on pouvait noter quand même qu'il y avait une vraie possibilité de libérer cette écriture personnelle et donc de les faire rédiger, hein, sans forcément qu'il y ait, encore une fois, la sanction du crayon rouge, pour moi directement, ou voilà, de remarques à l'oral qui sont souvent assez courtes. Les limites sont toujours les mêmes. Voilà, la quantité de texte, hein, la possibilité rapidement de pouvoir en tirer une matière intéressante pour nous. Et honnêtement, j'en ai pas vu d'autres, hein, sauf si le réseau plante, auquel cas on est vraiment en difficulté, ce qui arrive quand même souvent. Voilà. La troisième expérience, maintenant. Ah oui, des petits exemples, hein, de production d'élèves. Je vous les laisse, les lire. Mais j'aime beaucoup. Alors, en plus, ce qui est intéressant, là, c'est que c'était 2 élèves, Claire Vie, qui était une élève décrocheuse en plus, hein, mais assez sensible, hein, et qui n'était pas très, très bien à l'époque, et pas très bien du tout. Et je vous renvoie ce qu'elle dit au milieu du texte. Hein. L'orateur a une voix remplie de folie, il devient fou, qui me donne des frissons quand j'en parle maintenant, quand je sais ce que Claire Vie vivait. Et donc voilà, il y a une parole qui se libère quand même, hein, à cet instant-là. Et puis Anaïs, hein, qui était plus sensible à la musicalité du texte, et qui cite même, hein, voilà, moi, je crois qu'on ne peut pas attendre mieux quand ils arrivent à extraire des paroles. Je m'abandonne au sursaut de ma mémoire. Donc c'est un texte qui les a marqués de façon très très puissante, je crois, en STMG. Alors, la troisième expérience, c'est peut-être l'expérience la plus lourde, mais aussi la plus exaltante, hein, que j'ai menée. Alors, je l'ai menée très clairement pendant 2 ans, hein, en classe de première, puis en terminale. Et j'étais professeure principale de cette classe à l'époque et professeure de français. Donc, c'était une classe atypique avec il y avait des profils décrocheurs. C'était une classe inclusive. J'avais un élève autiste. Et on avait des moyens supplémentaires pour créer un projet. Et voilà, je connaissais très bien un comédien dont j'appréciais le travail, et on a décidé d'écrire une pièce, et puis carrément de la jouer, et puis carrément de la représenter aussi, et de faire tout seul. Donc on est parti de l'écriture du mythe de Pyrame et Thisbé, donc qui a donné évidemment tous ces belles réécritures qui étaient déjà célèbres. Et on a travaillé assez longtemps. La pièce s'est appelée Petit Semi-Prae, donc je vous laisse trouver l'invention des élèves. On a recherché des idées, on a trouvé un plan, on a abouti à un consensus narratif, dramaturgique. Ça a pris des heures, vous en doutez bien. Les gens disposaient, hein, de ces heures-là. Très enrichissant, hein, j'en parlerai après, mais disons que l'enjeu était quand même important parce qu'il fallait produire un spectacle. Ce spectacle a été produit à la fin de la classe de la première et on l'a enrichi en terminale. Donc l'écriture s'est poursuivie en terminale. Alors, comment ça s'est passé? Donc toujours pareil, hein, on a créé une adresse mail pour la classe qui portait le nom d'ailleurs de notre classe, et le mot de passe était le nom de notre acteur. On a mis en place un document sur le Drive et on a écrit. Donc, il a fallu régulièrement s'inscrire en salle informatique. Et en fait, après, je me suis rendu compte que les élèves écrivaient chez eux. Donc, hein, on avait bien distribué l'écriture. Chacun savait ce qu'il devait rédiger, sachant qu'ils avaient déjà rédigé, mais papier. Ça, c'est évident. Donc, tout le monde s'est connecté, chacun rédigeait, ça se mettait en place assez vite. Pareil, exactement le même constat que les expériences 1 et 2. Hein. Ils écrivent vite. Et puis, bon, c'était un petit groupe. Hein, c'est important que les collègues le sachent. Hein, ils étaient 17. Donc, ils interagissaient beaucoup entre eux. Ils se corrigeaient, ils commentaient également ce qu'ils écrivaient. Et finalement, de façon un peu étonnante, ils se distribuaient des rôles. C'est-à-dire que
J'avais une élève qui écrivait très bien, donc bon, forcément ça allait plus vite. Puis il y avait quelqu'un qui vérifiait, il y avait quelqu'un d'autre qui essayait de montrer les incohérences. Enfin, c'était étonnant. Et tout ça, bien entendu, avec mon aide, hein. Donc je vais en parler après, juste après. Donc là, l'idée de mobiliser l'intégralité de la classe, bon, de toute façon, le projet les mobilisait, et le mot projet a été consensuel, donc c'était déjà quelque chose de très important, parce qu'après, ils ont joué tous, hein, dans la pièce. La quantité produite, donc c'est une pièce qui fait 64 pages. Donc ça me paraît quand même intéressant, hein, on aurait presque pu l'éditer. Les élèves, bien entendu, interagissaient. Ils se sont investis dans ce projet de façon étonnante, hein, et ce qui était quand même à noter, c'est qu'au départ, le point de départ, c'est l'écriture, hein, et une écriture qui était quand même relativement exigeante. Donc évidemment, elle s'est aussi libérée, cette écriture, et l'expression de tous s'est un petit peu inscrite dans les différentes scènes. Je retrouvais un peu le caractère des élèves à certains moments. Donc pour ça aussi, je trouvais que c'était une belle réussite. Alors les limites, très clairement pour le professeur, ça a été quand même de lisser tout ce joli travail qui m'a demandé beaucoup de travail. Voilà. C'est-à-dire que quand on écrit à 12 mains, ou là 17 pour le coup, pardon, voilà, les auteurs qui sont là sauront bien que c'est quand même autant de voix qui s'expriment, autant de tons, autant de psychologie. Donc il a fallu quand même à un moment donné rendre tout ça cohérent. Donc je me suis attelée à ce lissage-là, mais j'avais l'aide en fait de quelques élèves qui, de leur propre chef, m'ont proposé en fait de m'accompagner. Puis on a fait quelques réglages et puis tout compte fait, on a abouti à une pièce qui nous a beaucoup émus. Voilà, donc là par exemple, c'est c'est le monologue de notre personnage, hein, notre fauve, qui correspond, c'est l'incarnation de la lionne, hein, dans Pyramétis B. Et voilà, je ne vais pas vous le lire, mais il y a un style, hein, il y a quelque chose qui s'est mis en place. Et j'avoue que j'ai encore des frissons là quand j'y pense, et quand elle l'a dit sur scène, et que c'était absolument magnifique. Et c'était une pièce de science-fiction, hein, je le note. Voilà, donc pour les élèves, alors notamment sur cette expérience 3, je crois que les apports, hein, de cette écriture collaborative, ils sont difficiles à mesurer en fait maintenant, hein, parce que bon, je les ai pas, mais je sais à quel point en fait ils ont gagné dans cette autonomie. L'idée de pouvoir en fait écrire à un moment donné seul sans qu'on vienne systématiquement vérifier ce que l'on fait, même si ça a été fait à la fin, bah, ça libère quand même cette écriture. Ça, c'est évident. Ils en ont tiré quelque chose de très important. Je voulais juste donner une anecdote à ce propos. Donc, l'élève autiste que j'avais ne produisait aucun écrit pour le bac, hein. C'est-à-dire qu'en exercice de bac, il ne rédigeait rien. Et il a écrit dans cette pièce. Il a réussi en fait, et il a joué d'ailleurs. Donc voilà, c'est des choses qui peuvent peut-être éventuellement bloquer. Donc le bilan général, je trouve que pour les élèves, de toute façon, il est positif. Pour l'enseignant aussi, mais c'est évident, hein, que ça nous demande ça nous demande du travail. Mais il me semble que le matériel est extrêmement riche pour nous, pour ajuster nos objectifs. Et puis pour prendre en compte l'hétérogénéité des élèves, hein, pour faire ce qu'on appelle cette fameuse différenciation, qui est si difficile, je trouve, à concrétiser, à mettre en œuvre en classe, hein. Des fois on nous dit il faut différencier, oui, bah, très bien, mais comment on différencie? Donc peut-être que l'écriture collaborative, elle peut le permettre. Enfin, les limites, bah, moi ce qui m'embêtait quand même, c'est qu'on est pour le moment pas, en tout cas je ne les connaissais pas, hein, les outils, c'est quand même les GAFA. Et puis voilà, j'en ai parlé après, hein, accéder à une salle multimédia et le travail.
Voilà, Bénédicte, j'espère que je n'ai pas dépassé le temps. Non, Hélène, vous êtes parfaitement à l'heure et vraiment merci beaucoup pour cette immersion et pour ce partage d'expérience. Je crois qu'on mesure bien là le potentiel de cette approche qui mobilise la classe et puis qui favorise le passage à l'écrit, y compris d'élèves très inhibés ou en difficulté. Et vraiment, c'est aussi pour ça qu'on a voulu proposer cette visioconférence, parce que c'est une approche à laquelle on croit beaucoup pour nos publics, en tout cas en particulier en lycée pro et en lycée techno. Et vous avez donné un très bel éclairage. Donc voilà, et merci encore. Mais modeste, hein, j'insiste. Pardon? Mais modeste, j'insiste. Modeste, mais il faut tenter les expériences. Oui. Je profite du coup de cette petite intermède pour vous dire que si vous avez des questions pour Hélène, n'hésitez pas, le chat est fait pour ça, des questions même très pragmatiques, très concrètes sur des dispositifs que vous aimeriez tester en classe, parce que Hélène et nous ferons un plaisir d'y répondre. Voilà, et puis si... N'hésitez pas, le chat est là et on répondra à toutes vos questions. Et puis maintenant, place aux arbres inédits, un outil que vous présente Florence. À toi, Florence. Donc, Florence. Alors, est-ce que vous m'entendez déjà? Parfaitement. Parfaitement. De toute façon, Bénédicte nous a très bien présenté, donc je ne vais pas rajouter. Merci de l'avoir fait. En tout cas, je voulais juste rappeler que Marilyn et moi, donc, nous avons créé les arbres inédits à partir de 2016. En fait, c'était la date de la création de la société. Au début, en fait, on s'est retrouvés parce qu'on était passionnés toutes les deux par la nouvelle, et donc on a édité. En fait, c'était une petite structure une petite maison d'édition qu'on avait créée pour éditer des nouvelles, et on a eu l'idée de développer un outil d'écriture collaborative parce que nous toutes les deux, on écrit. Et non pas qu'on veuille disrupter l'écriture solitaire, c'est pas du tout l'idée. Et tout le monde n'est peut-être pas appelé à être Marcel Proust. Et du coup, l'écriture collaborative peut justement offrir de nouvelles voies à l'écriture. Voilà. Donc, on a été pendant 3 ans en développement. La plateforme a été vraiment opérationnelle au printemps dernier, donc vraiment juste avant le confinement, ce qui tombait à merveille, comme vous pouvez l'imaginer. Et en tout cas, pendant ces 3 années de développement, on a été accompagné vraiment de près par Hachette. Alors ça, c'est une grande reconnaissance pour nous, parce que grâce à Hachette, en fait, on a pu être en phase de développement et en même temps tester la plateforme toujours auprès des publics, et en particulier auprès des publics scolaires, puisqu'on a pu organiser avec Hachette 3 concours d'écriture. Donc, un avec le livre de poche, un deuxième avec le livre de poche et avec UNICEF, et un troisième avec Rajo. Et donc, ça a été pour nous l'occasion d'expérimenter la plateforme avec des élèves, de voir comment ils réagissaient, comment c'était pour les enseignants. Et je ne vous cache pas que grâce à cet accompagnement, on a pu faire avancer la plateforme vraiment dans un sens de plus en plus pédagogique. Voilà, alors je vais vous présenter tout ça avec un PowerPoint comme vient de le faire Hélène. Voilà, alors est-ce que vous voyez bien le premier slide? On voit très bien. Ok. Donc, alors, les arbres inédits. Alors, de quoi on est parti avec Marilyn? On est parti d'un constat. En fait, on est parti d'un constat que tous les parents et que tous les enseignants font. C'est que, bien évidemment, on remarque l'omniprésence de l'image au quotidien, et qu'évidemment, Marcel Proust, par rapport à Netflix, il est tout de suite perdant, parce que les élèves, qu'est-ce qu'ils préfèrent? C'est l'image. Ils préfèrent regarder des clips, regarder des vidéos, regarder des séries. C'est toujours beaucoup plus tentant. Donc, on se dit, ah là là, c'est pas évident de faire écrire une génération qui est tellement envahie par l'image. Mais, alors ça c'est vrai, mais le point positif, c'est que derrière l'image, il faut pas oublier que derrière l'image, il y a toujours une histoire, il y a toujours un storytelling en fait. Donc, il y a quand même la preuve que l'attachement à l'histoire, que le fameux « raconte-moi une histoire », il est extrêmement vivant, il est universel, il touche toutes les générations, même nous, et que voilà, il y a cette passion des histoires qui habite vraiment les nouvelles générations, et ça les habite de 2 façons.
À la fois, ils ont envie qu'on leur raconte des histoires, mais à la fois, ils sont capables de raconter des histoires parce que, et ça, les enseignants, je pense que vous n'allez pas me contredire, parce que nous, en atelier d'écriture, on l'a bien vu, c'est une génération qui, quand elle invente des histoires, est extrêmement créative. Ils ont une imagination absolument débordante. Alors peut-être que c'est un avantage d'avoir autant d'images, mais en tout cas, ils ont beaucoup d'imagination, et donc il y a tout un potentiel à exploiter chez eux au niveau de cette créativité-là. Alors le deuxième constat qu'on a fait, c'est que, eh bien, on n'a jamais autant écrit. Tous les élèves, tous les collégiens, les lycéens sont tout le temps en train de tripoter leur smartphone avec leur pouce. Donc, ils écrivent, ils écrivent, ils écrivent. Alors, ça ne veut pas dire que c'est d'un consistant très convaincant, qu'il y a beaucoup de, voilà, d'homonatopées, de smileys, de tout ce qu'on veut. Ce n'est pas de la grande littérature. Mais, n'empêche, ils écrivent. Ils écrivent, et pourquoi ils écrivent? Bah, c'est naturel, en fait. Déjà, ils ont envie de raconter, ils ont envie de se raconter, encore une fois. Ensuite, deuxième point, ils ont envie d'être en contact les uns avec les autres à peu près H24. Il y a une espèce d'interactivité qui est très importante. Et troisième point, ils utilisent un outil numérique. Donc, avec Marilyn, en fait, on a vraiment réuni tous ces constats. On s'est dit, bon, ils adorent les histoires, ils ont besoin d'un outil numérique, ils ont envie de se raconter et de raconter tout le temps. Et en plus, ils ont envie d'être en interaction les uns avec les autres. Donc, c'est quand même des éléments importants quand on veut développer une plateforme d'écriture collaborative. On a essayé de prendre tout ça en compte. Alors, grâce justement à cette utilisation constante de l'iPhone, alors les élèves, ils écrivent peut-être pas, c'est peut-être pas génial ce qu'ils écrivent sur leur SMS, mais en tout cas, ça leur permet d'avoir un ressenti entre l'oral et l'écrit, entre l'expression orale et l'expression écrite. Ils sentent bien, quel que soit leur niveau, qu'on ne va pas écrire exactement ce qu'on va dire. Donc que l'écrit suppose un certain recul et que ce recul, en fait, est assez bénéfique. Et là encore, on va essayer d'en tirer parti parce que l'écrit, normalement, veut dire qu'on va, voilà, on va. Alors, quand on parle, on dit qu'il faut tourner 7 fois la langue dans sa bouche. Bon, bah, quand on écrit, on va encore plus tourner la plume sur sa feuille. Parce que c'est comme ça. L'écrit, c'est toujours une prise de recul, il y a toujours une distance. Et c'est grâce à ça, d'ailleurs, qu'il y a de la créativité, parce qu'il y a cette prise de distance qui permet de cogiter un peu, de réfléchir un peu. Donc, il y a la créativité qui est augmentée par l'écrit et aussi la réflexion, parce que l'écrit ouvre en fait à la créativité et à la réflexion. Alors, ce qu'on constate en mode écriture collaborative, donc plus seulement écriture solitaire, mais écriture collaborative, c'est que ces atouts-là, ils sont vraiment démultipliés, ils sont augmentés. Pourquoi? Parce que les élèves se frottent les uns aux autres en cas d'écriture collaborative, c'est-à-dire que il n'y en a aucun qui va se retrouver seul devant sa page blanche. Il n'y en a aucun qui va se sentir perdu et sec. Parce que là, en écriture collaborative, il y a un début qui va être proposé, une idée, et puis ensuite, l'élève, il va rebondir sur les idées des autres, il va voir que finalement, là, il n'a pas eu cette idée tout seul, mais en rebondissant sur l'idée de un tel, sur l'argument de un tel, sa créativité va augmenter, sa réflexion aussi va être un peu poussée. Donc, le collaboratif vraiment amplifie en fait la puissance de l'écrit. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important et de fort. Et puis, dernier point, avantage du collaboratif, c'est que, évidemment, cette interactivité ouvre finalement au travail en équipe. Et on sait très bien que les élèves, un jour ou l'autre, et en plus ceux qui sont a fortiori, ceux qui sont en bac pro, ils vont être bientôt dans le monde du travail et apprendre à travailler en équipe, c'est quelque chose d'important. Et l'écriture collaborative, en fait, elle est pédagogique non seulement pour l'apprentissage de l'écrit, mais elle est pédagogique aussi parce qu'elle permet d'entrer dans le travail en équipe, dans l'idée du travail en équipe. Alors, maintenant que je vous ai fait ces petites généralités, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet des arbres. Alors là, sur ce slide, vous avez un exemple d'arbre. Donc ça, c'est un arbre, voilà, c'est une capture d'écran sur un arbre qui existe. Il est assez bien structuré, vous voyez qu'il y a 3 branches à partir d'un début. Alors en fait, notre format,
notre format, il est assez particulier en écriture collaborative. On a décidé de structurer ça en arborescence. Et ça, c'est peut-être parce qu'on est des auteurs. Enfin, en tout cas, on a décidé de créer en arborescence notre plateforme parce que ça permet de poster un début, comme vous pouvez voir à l'extrême gauche. Donc, la petite pastille du début, la petite pastille qui est à l'extrême gauche, c'est un début d'histoire. Un début, ça peut être une page d'écriture, ça peut être un sujet, ça peut être une image, ça peut être absolument ce qu'on veut. Et en fait, les élèves, enfin les participants, vont ensuite dérouler plusieurs suites à partir de ce même début. Donc, dérouler plusieurs suites, ça veut dire qu'il peut y avoir plusieurs suites possibles à partir d'un même début. Et donc, ça peut aussi donner lieu à plusieurs dénouements à la fin. Donc, en fait, il y a une espèce ça s'ouvre, en fait. C'est vraiment une ouverture à la créativité, sachant que sur le plan technique, on peut bien sûr créer autant de branches qu'on veut et intervenir à l'endroit qu'on veut dans l'arborescence. Donc, en fait, il y a la pluralité des suites à laquelle s'ajoute la pluralité des participants. Et les participants vont pouvoir ensuite prendre le relais les uns des autres pour poster leurs contributions. Voilà. Alors, il faut ajouter à ces remarques sur notre concept qu'en plus de ça, l'écriture collaborative, chez nous, ça peut éventuellement s'insérer dans un process éditorial. C'est-à-dire que l'enseignant, là en l'occurrence, une fois que l'arborescence est remplie des contributions des élèves, l'enseignant peut sélectionner soit la totalité des contributions, soit une partie des contributions et créer à partir de ça un document global. Donc ça sera le plus simple, la première étape, c'est un PDF. Et le PDF, bien sûr, on peut en créer d'ailleurs autant qu'on veut, des PDF à partir d'un arbre, on peut se faire des sélections différentes à chaque fois. Le PDF, on peut l'imprimer en local. Et par contre, si on a envie d'aller plus loin, dans le cadre par exemple d'un projet d'écriture collaborative long, comme Hélène pouvait mentionner tout à l'heure, eh bien dans ces cas-là, on peut aussi créer une couverture et une quatrième de couverture parce que notre plateforme est aussi connectée à un outil de création de couverture. Et une fois qu'on a finalisé son contenu, finalisé sa couverture et sa quatrième de couverture, on peut commander des exemplaires chez l'imprimeur. Mais ça, c'est vraiment une démarche complète qui va de l'écriture jusqu'à la publication d'un livre. Il va de soi, évidemment, qu'il y a des projets d'écriture collaborative au lycée ou au collège qui n'ont pas du tout nécessité à finir chez l'imprimeur. On peut très bien se contenter, si c'est un petit exercice d'écriture collaborative, on fait un PDF et tout va bien et ça s'arrête là. Mais voilà, ça s'intègre, disons, dans un process qui peut être plus large. Alors, là, vous avez vu à peu près, avec cette image de l'arbre, l'originalité du concept. C'est vrai que le concept est original en ce sens qu'il se démarque évidemment d'autres plateformes d'écriture collaborative et ce n'est pas du tout un jugement de valeur puisque moi je suis la première à utiliser d'autres outils d'écriture collaborative, mais là c'est vrai qu'on a développé ça avec Marilyn, nous, parce que vraiment on est des auteurs et qu'on a une conception particulière de l'auteur. Et l'auteur, ce n'est pas seulement un grand auteur, un élève, c'est un auteur. Sur notre plateforme, il est considéré comme un auteur. Et alors, il y a cet aspect-là, c'est-à-dire que l'élève est plus auteur qu'utilisateur, en fait. Et ça, pour ça, on n'est pas, nous, avec Marilyn, on n'est pas des développeurs GAFA, on est des auteurs à la base. Et pour nous, donc, le respect de l'auteur, c'est quelque chose de fondamental, le respect de ce qu'il fait et le respect de sa créativité. Donc, sur la plateforme des arbres, en fait, on ne peut pas intervenir sur les contributions des autres. En fait, on peut accéder en lecture à toutes les contributions, on peut toujours lire la totalité de l'arbre, mais on ne peut avoir la main en écriture que sur ce qu'on fait soi. On ne peut pas corriger ce qu'a fait un autre élève, on ne peut pas supprimer ce qu'a fait un autre élève. Aucun élève ne peut faire ça à un autre élève. Voilà. Et puis, du coup, même si on peut créer un document global dans un deuxième temps, en fait, la créativité individuelle, sachant que chaque auteur, élève, signe sa contribution d'une certaine façon, on sait que c'est lui qui a posté telle chose ou telle chose, eh bien, la créativité personnelle, en fait, elle se frotte à la créativité des autres, mais elle ne va pas se mélanger. C'est-à-dire qu'à la fin, on saura très bien qui a écrit quoi. Bon, le principe de l'arborescence, quant à lui, c'est vraiment une ouverture vers la créativité. C'est-à-dire qu'on est vraiment, il y a
à la fois une grande liberté de créer des branches, de rajouter des postes à n'importe quel endroit de l'arbre, etc. Donc ça, c'est vraiment la liberté de création, mais on est bien consciente qu'il faut que ça soit canalisé. Donc, c'est aussi une structure, c'est aussi un cadre. L'arbre, il donne un cadre. Donc, l'enseignant, lui, il va fixer les règles de l'arbre et il va dire, voilà, moi, je voudrais 3 branches, ou j'en voudrais 2, ou j'en voudrais 10. Mais enfin, il va structurer son arbre, il va demander, il va poser des règles et les élèves vont entrer dans ces règles. Voilà. Donc là, je vous ai à peu près… voilà. Et puis, évidemment, au niveau de l'arbre, l'interaction est quelque chose de très important, c'est-à-dire que quand un élève poste quelque chose, il va aller regarder après si un autre élève a proposé une suite, s'il y a une deuxième suite possible à ce qu'il a créé. Donc ça, c'est vraiment… voilà, l'interactivité à l'intérieur de la plateforme, c'est aussi très essentiel. Voilà. Alors, vous allez me dire, quel est votre rôle, vous, en tant qu'enseignant? Est-ce que vous êtes un contributeur comme les autres ou pas? Alors, bien sûr que non, parce que vous, l'enseignant, en principe, c'est lui quand même qui crée son groupe, qui invite les participants et puis qui crée son arbre. Donc, c'est lui qui va poster le début et il va définir ses règles. C'est lui qui va décider comment on utilise cette plateforme qui est vraiment assez libre et assez générique, mais il faut quand même que l'enseignant sache vraiment ce qu'il veut faire avec. Alors, un point important, c'est que, comme je vous l'ai dit, au niveau de l'arbre, on ne peut pas intervenir en écriture sur les contributions des élèves. Alors, il y a des enseignants, ça a été l'objet d'un vaste débat, ça. Mais du coup, ce que nous avons décidé de proposer sur la plateforme, c'est que si l'enseignant ne peut pas intervenir directement sur la production d'un élève, il peut échanger des commentaires avec cet élève sur la contribution, sur chaque contribution. En fait, sur chaque contribution, l'enseignant peut envoyer un commentaire à son élève. Alors, ce commentaire peut être privé si ça doit rester privé, ou public si ça intéresse toute la classe. En tout cas, il y a un moyen d'échange à propos de chaque contribution d'élèves. Donc ça, c'est un peu comme ça. Et l'enseignant, qu'est-ce qu'il va faire également? Il va sélectionner, lui, c'est lui qui va avoir la maîtrise du document global, qui va reprendre les contributions des élèves. Donc lui, évidemment, il va sélectionner à partir de l'arbre les contributions qu'il veut garder pour les imprimer. Et à ce moment-là seulement, mais pas avant, il va pouvoir intervenir en écriture, c'est-à-dire faire les corrections nécessaires qui n'ont pas été faites et qui nécessitent d'être faites pour la publication ou l'impression d'un ouvrage. Donc, vous voyez, l'enseignant, il intervient en écriture sur les postes, mais dans un deuxième temps. Alors, quelles sont les applications possibles des arbres au collège ou au lycée? Alors, on en a expérimenté certaines, on n'a certainement pas tout exploré. Alors, évidemment, ce qui vient le plus vite à l'esprit, c'est l'écriture de fiction. Évidemment, les élèves, ils sont pleins d'imagination, ils peuvent écrire des contes, des romans, des nouvelles. Ça, en matière de fiction, ils sont très très forts, je dois dire. C'est la première idée qui vient. Bien sûr, après, on peut écrire, faire raconter quelque chose qui s'est passé avec la classe, un projet qu'on a eu, un voyage, que sais-je. Ça dépend vraiment du contexte de chaque classe. Et la deuxième application à laquelle on a assez vite pensé avec Marilyn à partir du moment où on a eu vent de cette réforme qui imposait au lycée professionnel la réalisation d'un chef-d'œuvre en 2 ans, eh bien, on s'est rendu compte qu'en fait, les arbres inédits se prêtaient assez bien à la réalisation d'un chef-d'œuvre en 2 ans. Donc, on a des projets en cours à ce niveau-là. Mais bien sûr, tout reste à explorer. Parce que nous, on n'a pas d'expérience dans tous les lycées professionnels et dans tous les métiers. Donc, on a quelques exemples en cours, et celui qu'on a en cours, c'est en particulier un livre de cuisine dans un lycée en hôtellerie-restauration. Mais il y a certainement des tas d'autres livres qu'on peut faire de façon collaborative dans d'autres métiers. Ça peut être des livres, des ouvrages plus techniques ou des beaux ouvrages, etc. Enfin, il y a beaucoup de possibilités. Et là, nous, on est vraiment très partante pour accompagner des projets de chefs-d'œuvre, parce qu'il y a certainement des choses à faire, mais on ne les fera pas sans être main dans la main avec des enseignants. Voilà, alors enfin, je conclurai pour dire que l'écriture collaborative est une bonne entrée dans le monde du travail, en fait,
parce qu'on rentre en fait dans quelque chose qui occupe aujourd'hui beaucoup le monde du travail, c'est ce qu'on appelle l'intelligence collective et dont vous avez certainement entendu parler. L'intelligence collective, c'est vraiment le fait de toujours s'enrichir et de gagner en créativité au contact des autres. En fait, le collaboratif, alors au niveau de l'écriture collaborative dans une classe, par exemple, on part de sa propre contribution et puis on va frotter sa contribution et sa créativité à celle de sa classe. Et puis la créativité d'une classe peut finalement être ajoutée à la créativité d'une autre classe. En fait, le collaboratif, c'est comme une onde qui va s'élargir. Et l'idée, c'est qu'on peut même en fait imaginer des projets collaboratifs, non seulement à l'échelle de l'établissement, mais même au-delà de l'établissement. Et là, je pense vraiment au cas des lycées, enfin au niveau du lycée, c'est-à-dire que c'est vraiment très intéressant d'innover dans des projets collaboratifs qui feraient intervenir des partenaires extérieurs à l'établissement lui-même, que ce soit un autre établissement, ou que ce soit un hôpital, ou que ce soit une EHPAD, ou que ce soit une entreprise, ou que ce soit une mairie, enfin que sais-je. Le collaboratif, c'est vraiment quelque chose qui ne fait que s'élargir et qui peut que apporter aux personnes qui contribuent à la base modestement. Mais c'est vraiment une vraie dynamique, et une dynamique qui reste à explorer et à inventer, parce qu'on n'a pas du tout inventé en matière d'écriture collaborative. Alors voilà, donc il me reste un peu de temps pour vous faire une petite démonstration. Alors là, il faut que je vous retrouve. Voilà. Alors, j'ai arrêté le partage et je repars sur un autre partage. Alors, voilà. Est-ce que vous avez accès à la plateforme, Bénédicte? Oui, c'est bon. Ok. Alors là, sur cette page, j'ai beaucoup d'arbres, évidemment, puisque c'est mon compte personnel. Donc, il y a forcément, comme vous pouvez imaginer, beaucoup d'arbres possibles, hein. Donc là, par exemple, je peux vous montrer un arbre qui est absolument régulier et mathématique. Donc, il y a 12 participants, 3 branches, une contribution par participant. Donc là, c'est tout régulier, c'est tout propre, c'est magnifique. Voilà. Mais il y a évidemment beaucoup d'autres possibilités. Là, par exemple, un arbre qui a été fait par un enseignant, justement. Alors, vous pouvez voir qu'il a une forme complètement différente. Et dans le même style, zut, voilà. Dans le même style, vous avez aussi un arbre comme celui-là, qui est très intéressant aussi. D'ailleurs, j'en profite pour défaire quelque chose pour ma démo, parce que sinon, ça ne va pas marcher. Alors, voilà. Donc, vous, les enseignants, vous allez vous demander, bon, alors, j'ai créé mon groupe, je me suis inscrit. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant? Comment ça marche? Donc, là, voilà, ça c'est un arbre tout simple, c'est le début. Je suis enseignant, j'ai posté quelque chose et puis j'ai 2 élèves qui ont donné suite. Donc quand je suis élève, qu'est-ce que je fais? Comment je fais? Alors pour accéder à une contribution, déjà c'est assez simple, il faut que je clique sur la contribution. Donc là, la première contribution, c'est le début, j'ai besoin de le lire, et ben je clique dessus, ou alors je peux cliquer sur le voir de la fenêtre de visualisation. Bon, là, voilà, je clique dessus et là, je lis et j'accède à la contribution elle-même. Alors, j'ai envie de contribuer à cet endroit-là dès le début de l'Inkipit. Eh bien, si j'ai de l'inspiration, je fais créer la suite. Donc là, je me mets un peu à la place de l'élève, hein. Créer la suite. À partir du moment où je clique sur créer la suite, j'ai 2 possibilités. Soit j'envoie une image, parce que les contributions peuvent être à la fois soit des visuels, soit du texte. Donc là, on va considérer que ça va être du texte. Voilà, donc je mets un titre à mon histoire. Je décide d'écrire en ligne. Et là, j'ai une fenêtre qui s'affiche et qui me permet d'écrire mon histoire. Alors là, ceci est une excellente histoire qui commence.
Voilà. Une fois que j'ai écrit ma contribution, qui peut faire 1 ligne ou 3 lignes ou 10 lignes ou 3 pages ou 10 pages, il n'y a pas vraiment de limite sur le plan technique. Enfin après, je pense que l'enseignant demandera que ce ne soit pas trop long non plus. Alors on a plusieurs possibilités, soit on supprime si c'est vraiment très mauvais, soit on enregistre en brouillon. Ça c'est une fonctionnalité qui est utile parce que l'élève, s'il n'a pas fini, s'il veut y revenir plus tard, il enregistre en brouillon. À ce moment-là, s'il enregistre en brouillon, les autres vont voir qu'il a posté quelque chose, mais ils ne vont pas pouvoir accéder au contenu. Ils vont juste voir qu'il y a un tel qui a posté quelque chose. Mais on ne peut pas y accéder parce que, eh ben voilà, une fois encore, c'est son droit d'auteur. Il veut revenir dessus, c'est pas fini, donc il garde ça en brouillon. Et s'il trouve ça très bon, eh ben, il enregistre et il publie. Voilà. Et donc là, vous pouvez voir ma contribution qui arrive en 3e et qui vient d'être postée. Donc voilà, pour vous montrer ça, simplement que l'accès en lecture et en écriture, c'est vraiment très simple. On clique sur les pastilles, on fait créer la suite et ensuite on poste. Voilà, donc c'est vraiment pas compliqué. Alors maintenant, je vais vous montrer une fonctionnalité qui est plus poussée déjà. Alors là, par exemple, si je vais sur ce groupe-là, alors ce groupe-là, c'est assez intéressant cet arbre parce que là, l'enseignante, elle a créé un arbre qui est très beau d'abord, voilà, il est très beau. Et en plus, il est très pédagogique à mon avis parce que donc elle a posté un début d'histoire, donc ça c'est la première contribution qu'elle a faite. Ensuite, elle a fait une deuxième contribution et puis elle a ajouté un élément perturbateur. Et ensuite, elle a demandé à ses élèves de donner libre cours à leur créativité. Alors, je pense que, vu le nombre de contributions, elle a dû organiser ses élèves en binôme. Bon, je ne sais pas exactement comment elle a fait, mais enfin, en tout cas, il y a eu plusieurs propositions de suite. Et puis ensuite, j'imagine qu'elle a demandé aux élèves de voter pour la meilleure contribution, ou tout au moins la contribution qui se prêterait le mieux à d'autres suites. Et ensuite, les élèves ont pris le relais à partir de cette contribution-là, et ainsi de suite. Donc en fait, là, ça a été un travail vraiment de groupe où les élèves ont avancé dans leur histoire au fur et à mesure et en choisissant à chaque fois la suite à laquelle ils donneraient finalement un dénouement. Donc, une fois que l'arbre a été terminé, là, moi, je me mets à la place de l'enseignante, je peux commencer à sélectionner les contributions pour faire l'histoire. Et là, l'histoire, eh ben, je vais évidemment commencer par sélectionner la première contribution, parce que c'est le début. Et puis ensuite, je vais sélectionner cette contribution-là, et puis celle-là, parce que évidemment, elles sont incontournables. Et puis ensuite, pour remonter jusqu'au dénouement, eh bien, je vais sélectionner les contributions qui ont donné une suite. Donc celle-là, celle-là, et ah, bon, on va dire, on va s'arrêter là, parce que là, j'ai un petit problème d'écran. Voilà, et celle-là. Voilà, et là, j'ai sélectionné mon histoire. Alors, une fois que j'ai fait ma sélection de texte, eh bien, je peux récupérer ma sélection. Et là, je retrouve sur mon écran toutes les sélections que j'ai choisies. Et à partir de là, je décide de créer un document. Alors, je clique sur « Document intégral ». Alors là, je vais donner un titre. On va donner un titre compte, voilà, on va l'appeler compte. Alors, à cet endroit-là, moi, en tant qu'enseignant, ça y est, j'ai la possibilité de faire des corrections si vraiment il y a besoin. Donc là, il suffit que je déplie les contributions, voilà, et je fais les corrections là où j'ai besoin d'en faire. S'il y a des redites, s'il faut harmoniser, s'il faut corriger, je peux totalement, voilà, je fais vraiment ce que je veux sur le texte. Alors, une fois que j'ai fait mes corrections, je les sauvegarde. Et une fois que je suis content de mes sauvegardes, eh bien, je vais convertir en PDF. Alors là, j'ai ma conversion en PDF, le PDF qui est en cours de génération. Et une fois que j'ai mon PDF en cours de génération, alors là, vous voyez, c'est le groupe 1. Mon livre s'appelle Compte. Je peux soit le supprimer si vraiment j'ai envie de le refaire, soit le modifier si j'ai encore envie de le modifier, soit le télécharger. Et là, on va dire qu'on le télécharge.
et qu'on va voir ce que ça donne. Alors là, à mon avis, je pense que vous n'allez pas accéder à cet écran-là. Je pense qu'il faut que je refasse un partage d'écran. Est-ce que vous voyez là le livre ou pas? Oui, on le voit. Vous le voyez? Mhm. Ok. Donc là, vous voyez le PDF qui a regroupé toutes les contributions des élèves et il est formaté déjà à l'avance comme un livre. C'est-à-dire que vous avez le titre et puis ensuite les pages blanches qui sont comme au début de chaque livre. Et puis là, vous avez ensuite toutes les contributions de tout le monde qui sont au format livre. Et évidemment, comme vous pouvez le voir, toutes les têtes de chapitre sont signées par les auteurs. Bon, là, ils ont mis des pseudos. Et à la fin, évidemment, j'ai ma petite table des matières avec les contributions des uns et des autres. Donc, si le travail que je suis en train de faire se suffit d'un PDF, c'est parfait. J'ai le PDF, je l'imprime au lycée ou chez moi, voilà. Et sachant qu'on peut faire autant de PDF qu'on veut à partir d'un arbre. Et après, si par contre, je veux aller plus loin parce que c'est un projet au long cours, eh ben, je peux aller jusqu'à la création de couverture et jusqu'à l'édition. Florence, excuse-moi. Des enseignants commencent à nous quitter parce qu'ils ont d'autres obligations. Est-ce que pour toi, tu peux encore pendant 5 minutes si tu veux? Pour moi, c'est terminé. Là, j'ai fait ma démonstration, j'ai fait ma présentation. Donc, je peux juste voilà, conclure en rappelant à tous ceux qui nous ont écoutés que c'est une plateforme qui est quand même très jeune, très récente, qui a un vrai potentiel pédagogique et que le mieux pour le développer le mieux possible et lui donner encore plus de vocation pédagogique, c'est de travailler avec des enseignants. Donc, il y a encore plein de choses à faire, il y a plein de chantiers à explorer. Et l'idée, ça serait vraiment de le faire avec vous, parce que si on fait ça de notre côté, eh ben, on n'arrivera pas du tout à ce que vous voulez. Voilà. Merci beaucoup Florence et Marilyn de nous avoir fait vivre cette plateforme. Ben voilà, vous étiez aujourd'hui très très nombreux à assister à cette conférence. J'espère qu'elle vous aura donné envie de pratiquer l'écriture collaborative avec vos élèves. Alors, il y a peut-être des questions, Bénédicte. Oui, il y a peut-être des questions. On va peut-être prendre 5 minutes pour répondre, puisqu'on l'avait promis. Donc, si, Florence, je ne sais pas si tu as encore ton partage d'écran. Non, c'est bon. Alors, on va pouvoir répondre aux différentes questions. Donc, Bénédicte, je te laisse la main, mais il y avait une première question d'abord pour Hélène. Oui, alors. Geneviève demandait à Hélène si nous pouvions avoir un aperçu d'un tableau de collecte. Je l'avais donné à Bénédicte, alors je l'ai pas là tout de suite. C'est dommage. Hein. Le tableau de collecte. Bénédicte, tu peux dire peut-être? C'était, ça ressemblait à un document Word, un grand tableau avec des cases et les élèves avaient complété, enfin voilà, tout était regroupé dans un tableau. C'est ça l'idée en fait. Je ne sais pas si j'étais très très claire tout à l'heure, mais bon, moi dans les collaboratives, l'idée c'est de ne pas récupérer 35 documents. C'est un document unique qui collecte toutes les productions des élèves. Dans un endroit unique. C'était important, ça, pour moi. Donc, c'est un tableau, c'est un document, voilà, c'est un format. Après, c'est intéressant ce que dit Florence. Moi, j'aurais adoré que la pièce des élèves devienne un petit livre. Ça aurait été vraiment génial pour eux, quoi, ça, c'est sûr. Je vais partager mon écran juste pour vous montrer le tableau de collecte. Oui, tu l'as retrouvé, Bénédicte? Oui. Oups. Alors, excusez-moi. Hein. C'est très long. Alors, du coup, j'espère que c'est bien ça. Hein. Tu vas me dire. Voilà. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, c'est ça. Donc là, c'était le document sur la prose du transsibérien. Et on a donc Léonard, Erwan, Adélie, Lucie, enfin voilà, tous les élèves qui avaient participé à ce tableau de collecte. Donc c'est très simple comme dispositif. Hein. Et voilà. Moi, je ne récupère en fait que ce document, quoi. Voilà.
Et en même temps, je le suis, c'est-à-dire que ce que j'ai pas pu expliquer tout à l'heure, enfin, j'avais pas le temps de tout dire, c'est que moi-même au bureau, je le vois se monter au fur et à mesure. Donc, c'est super en fait, parce que on voit où ils en sont, puis tout à coup, on passe de 4 pages et ploup, on en a 10. Mais c'est vrai, ça crée des effets comme ça. Mais pour moi, je voulais un seul document. Voilà. Je suis peut-être feignante, mais je ne voulais plus récupérer 18 documents. Voilà. Trop de papier. Super. Alors, Bénédicte, beaucoup oui. de questions maintenant pour Florence Oui. sur les modalités d'accès à la plateforme des arbres inédits. Florence, en 2 petites minutes. De quel point de vue à l'accès aux les modalités pratiques, les modalités... Alors, comment rejoindre cette plateforme? Quel en est son coût? Au niveau technique, est-ce qu'il y a des contraintes? Donc, peut-être si tu peux partager ta dernière diapo et nous expliquer un petit peu... Alors, je vais revenir au partage d'écran et... comment s'inscrit-on? Quel en est le coût? Comment peut-on rejoindre cette plateforme? Ouais. Je vais remettre... J'avais préparé une... Voilà. Voilà, j'avais préparé une slide. Vous la voyez? Oui. Voilà. Donc, bon, notre plateforme s'appelle Inédit. Là, je reviens. Donc, vous avez l'adresse qui est juste là, donc inédit.fr. Donc là, vous tombez chez nous. Il y a nos adresses mail qui sont à droite. Et je pourrais aussi laisser le document PowerPoint hein, si besoin. Et donc, on a plusieurs possibilités. En fait, il y a évidemment un accès gratuit, une offre découverte sur 1 mois. Alors, il n'y a pas de limite de participants. Donc là, vraiment, pour les enseignants, c'est pas compliqué parce que s'ils ont un projet très ponctuel sur 2 ou 3 ou 4 séances, eh ben, ça s'inscrit tout à fait dans l'accès gratuit. Hein, si c'est un exercice particulier, il n'y a pas de problème. Ensuite, il y a une formule à 15 € où là, il y a 3 mois d'abonnement. Et là, c'est vraiment, on a accès aux arbres, évidemment, et ensuite à la création du PDF. Et un beau PDF tout propre comme celui que je vous ai montré. Et puis, la troisième option qui s'adresse beaucoup plus à des projets au long cours, genre écriture de pièces de théâtre, ou concours d'écriture à l'échelle de l'établissement, ou prix de je sais pas quoi. Et bien là, dans ces cas-là, on a un pack à 300 € sur 6 mois de travail. Et là, il y a vraiment la possibilité de publier un livre en 50 exemplaires. Alors, évidemment, on a fait ça. Ça, c'est 3 formules, tout en un, tout packagé. Il va de soi qu'on n'a pas tout anticipé et que si vos demandes sont différentes de ce qui vous est proposé là, on est évidemment à l'écoute. On est 2, on est très souple, on est une start-up, donc on vous écoute et on voit avec vous ce qu'on peut faire pour vous aider dans votre projet. Alors, une dernière question de Delphine. Qui nous demande si pour avoir un abonnement sur la plateforme des arbres inédits, on peut solliciter les crédits pédagogiques. La réponse est oui, hein, c'est une discussion qu'il faut vraiment avoir avec votre chef d'établissement. Et elle nous demande aussi s'il y a des offres de partenariat arbres inédits collège pour que l'ensemble des collègues de lettres intéressés puissent en bénéficier. Ce que je suggère, c'est que Delphine, vous contactiez directement Florence et Marilyn. Marilyn, si tu peux remettre ta diapo avec l'adresse mail de contact. Pardon, Florence. Alors, attends. Voilà. Comme ça, vous pourrez en discuter. Ça sera le plus simple. Voilà, tout à fait. Mais moi, je suis tout à fait ouverte à un partenariat avec des enseignants qui se groupent. Ça, au contraire, ça serait très bien. Voilà, je crois que Bénédicte, j'ai fait le tour des questions. J'espère ne pas en avoir oublié. Merci, merci. Bon, eh bien, écoutez, merci beaucoup d'avoir participé à cette visioconférence. On avait vraiment envie de vous montrer que l'écriture collaborative, elle a plusieurs modalités. Avec Hélène, on était en immersion dans des compétences de français, mais bien entendu que certainement en économie-gestion, en bac pro ou dans d'autres filières, dans d'autres niveaux scolaires, il y a des applications possibles. Et avec Florence et Marilyn, on voulait aussi vous montrer qu'il y a des outils qui sont pensés pour l'écriture collaborative à des fins pédagogiques. Donc vraiment, on vous invite à aller tester ces différents outils et surtout à tester l'écriture collaborative dans vos classes parce que c'est un formidable levier de mobilisation de vos élèves. Donc,
On vous souhaite de beaux succès en écriture collaborative. Et un grand merci à vous, Florence, Hélène et Marilyn, d'avoir été avec nous. Beaucoup de questions, Bénédicte, oui. excuse-moi, Oui, sur le replay de la vidéo. Voilà, j'allais vous le dire, qu'on vous propose très vite cette visio en replay sur notre site Hachette Éducation. Alors, Sophie, peut-être, est-ce qu'on le... Donc, sur le site Hachette Éducation, bien sûr. Et Marion, notre responsable marketing, va également l'envoyer par emailing, tout comme vous avez dû recevoir une invitation par emailing. Et nous posterons aussi le replay sur les réseaux sociaux. En tout état de cause, vous pouvez soit joindre en direct l'équipe des Arbres Inédits. Marion vous a mis le mail de Florence dans le fil de conversation. Et si vous souhaitez nous poser une question à nous, Hachette Technique, Marion, si tu peux mettre le mail de notre boîte mail Hachette Technique, ça serait super. Merci à tous et à bientôt pour une prochaine visio. Et je profite d'une dernière petite minute. Si jamais vous avez des envies de thématiques, de visioconférences que vous aimeriez trouver, surtout n'hésitez pas à partager vos bonnes idées sur le fil de conversation parce qu'on serait vraiment ravis de pouvoir répondre à vos besoins. Donc n'hésitez pas à nous transmettre vos envies et vos besoins. Et puis, une très belle fin de journée à vous tous et à très bientôt.